Une fusillade et 2 morts dans le métro, un incident qui tourne au drame. 37 départements français devenus les sinistrés de la sécheresse. Monsieur Giscard d'Estaing a quitté le Gabon pour 9 jours de vacances au Zaïre. Le tiercé à Deauville, Twig le 2, Surf le 13 et Chavin le 3. Les vieillards encore plus solitaires quand les villes sont en vacances, notre dossier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Eh oui, métro Chicago, le terme n'est pas trop fort, 2 morts dans le métro parisien. Imaginez une station d'ordinaire paisible, une station des beaux quartiers, la station Trocadéro. Et cette nuit, 2 cadavres sur le quai, celui d'un contrôleur de la RATP et celui d'un policier. Pourtant, ce ne sont pas des voyous qui ont fait le coup. C'est le contrôleur qui a tiré sur le policier avant d'être abattu par un autre policier. Mais indirectement, c'est la psychose de l'insécurité dans le métro qui est en cause. Les policiers ne cessent de faire, vous le savez, des rondes dans les rames, et la RATP aussi, et ça on le savait un peu moins, à l'aide de contrôleurs en civil, de contrôleurs armés. De là le drame, un drame que nos équipes, à l'aide de témoignages, ont pu reconstituer. 0h40 la nuit dernière, la fusillade a éclaté ici. Un surveillant en civil de la RATP, M. Madigou, bouscule un usager suspect de fraude. Appelé par un témoin, un policier s'interpose. Altercation, le surveillant abat le policier d'une balle en plein cœur avant de tomber lui-même sous les balles d'un second policier. Les 2 gardiens de la paix sont intervenus à la demande d'un voyageur qui avait constaté une vive discussion entre 2 civils à la station Trocadéro hier soir à minuit et demi. Je suis descendu sur le quai, j'ai rencontré un agent de police. J'ai demandé à cet agent de remonter avec moi, lui disant qu'un homme semblait armé, que son comportement me paraissait interrogé au moins, et qu'il était préférable qu'il essaie de voir ce qui se passait. Les donneurs africains étaient toujours là. L'un des deux, voyant l'homme barbu revenir, lui demande, fait assez vivement, mais pourquoi avez-vous pu me montrer un revolver pour une banale histoire de billets, tout en exigeant encore que la police vienne vite. Un deuxième policier à ce moment-là est arrivé et l'homme barbu s'est brutalement jeté, comme irrité, si vous voulez, par la question de ce Nord-Africain sur cette exhibition d'armes, s'est jeté sur ce Nord-Africain, l'a pris au cou, essayé de le plaquer, si vous voulez, contre cette cabine, la cabine à billets, essayant de frapper sa tête contre la vitre. Le deuxième policier est intervenu, a essayé de les séparer. Voyant qu'il ne pouvait pas, se battre librement avec ce Nord-Africain, l'homme barbu s'est dégagé brutalement, a pris son revolver dans sa poche gauche, intérieure de son veston, armé son arme, et a tiré presque simultanément sur le premier policier qui était resté derrière lui et sur ce second policier qui se trouvait face à lui. Il s'est acharné non seulement sur le voyageur contrevenant, mais surtout, notamment avec son arme, sur les 2 policiers qui venaient pour constater les faits. Et qui étaient en tenue. Ils étaient en tenue tous les 2. Sur les mobiles, donc, vous n'avez aucune idée ce matin? Absolument aucune idée. Psychose d'insécurité, folie passagère, racisme, reste qu'un garde assermenté de la RATP a tué un policier en tenue. La RATP utilise une centaine de surveillants en civil, dont 80 armés, pour la sécurité la nuit. Une tâche complémentaire à celle de la police qu'ils connaissent bien. Alors, comment expliquer le geste de M. Madigou? Racisme, il n'avait pas à contrôler les tickets de transport. Absence de maîtrise de soi, il travaillait pourtant depuis 11 ans à la RATP et s'était vu confier à ce titre une mission de surveillance armée. Ces agents sont recrutés parmi les agents des stations. Ce sont des volontaires qui sont choisis en fonction de leur service. Alors on peut se demander leur formation, qui les forme, qui les habilite à porter une arme, si vous voulez. Alors ces gens-là sont formés par la régie,
ils subissent toute une série de formations et bien entendu, on attire leur attention sur les dangers de se servir d'une arme. D'ailleurs, je dois dire que depuis de nombreuses années, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'incident, et surtout d'incident de cet ordre. Quelle est cette formation exactement? Elle est longue et qui la dispense? Cette formation est en effet assez longue, c'est nous-mêmes qui procédons à cette formation. Mais plus encore, quel détail? Combien de temps cette formation prend-elle? De quelle manière est-elle contrôlée? Qui apprend à tirer ou qui contrôle l'efficacité? Il y a des exercices de tir dans un stand, effectivement. Mais je crois que le plus important de cette formation est d'attirer l'attention des intéressés sur les dangers, bien entendu. Seule l'enquête pourra permettre de cerner la part de la peur, celle de l'absurde, dans ce monde souterrain où circulent chaque jour 4,5 millions de voyageurs. Insuffisance d'effectifs certainement, mais peut-être aussi le problème de la formation de ces contrôleurs armés sur laquelle la RATP n'est guère loquace. Qu'un Lorrain passe ses vacances sur la Côte d'Azur, rien de plus normal. Mais que dans ses bagages, il emmène avec lui 450 moutons, c'est quand même plus étonnant. Et c'est pourtant ce qu'a fait M. Boursier, le maire d'une petite commune de Meurthe-et-Moselle, pour protéger ces animaux de la sécheresse. Un député réformateur du Calvados va lui jusqu'à demander une session extraordinaire pour parler de la sécheresse au Parlement. Et quand on regarde de près la carte de France du manque d'eau, ce que nous allons faire, eh bien on s'aperçoit très vite que le problème nous concerne tous. Depuis hier, 2 nouveaux départements sont venus s'épingler sur la carte des zones sinistrées. La Marne et l'Isère. Départements sinistrés, qu'est-ce que cela veut dire? Les mots ne sont-ils pas différents de l'un à l'autre? Les explications de Pierre Châtillon. Au début du mois, 29 départements seulement étaient sinistrés. Dans l'ouest, l'est et le sud-ouest, essentiellement pour les fourrages et les céréales. Cette semaine, il faut y ajouter 6 départements du nord et de l'ouest, ici en orange, et 2 départements gravement menacés, en jaune, le Morbihan et la Corrèze. En tout, 37 départements sont donc plus ou moins gravement atteints par la sécheresse. Bien sûr, il est encore trop tôt pour faire un bilan définitif, mais les premières estimations des experts sont inquiétantes, et cela pour 3 raisons. 1. Dans l'ensemble, les rendements sont médiocres, parfois même catastrophiques. C'est le cas par exemple du blé, 28 quintaux à l'hectare cette année au lieu de 35 une année normale. La production nationale devrait atteindre 15 millions de tonnes au lieu des 20 millions prévus. Même chose pour l'orge, 26 quintaux à l'hectare dans certaines régions au lieu de 35. Les récoltes de maïs et de betteraves seront sans doute encore plus mauvaises. 2. Ce sont les régions de pâturage, en particulier dans l'ouest et dans l'est, qui ont le plus souffert. Pas trop de problèmes pour le lait, la production sera à peu près égale à celle de l'an dernier, mais les éleveurs craignent de manquer de fourrage cet hiver. Conséquence, ils ont vendu leurs bêtes plus tôt que prévu, la viande atteindra un niveau record, 1,5 million de tonnes, mais les cours risquent de continuer à s'effondrer. 3. Ce sont les vignobles qui ont le moins souffert de la sécheresse. Les vendanges commencent dans un mois, la récolte sera moyenne, 70 millions d'hectolitres de bonne qualité, mais il faut y ajouter 25 millions d'hectolitres de vin, toujours en cave, depuis l'an dernier. Après l'inflation, la sécheresse risque donc de remettre en cause les efforts du gouvernement pour stabiliser le revenu des agriculteurs. Ce n'est toutefois qu'en septembre que l'on pourra mettre en place un véritable dispositif d'aide aux plus défavorisés. Valéry Giscard d'Estaing a mis la clé sous le paillasson, un paillasson en forme de brousse africaine. Le président de la République est en vacances depuis quelques heures et jusqu'au 17 août. Des vacances bien protégées, il a bien dit où il allait, au Zaïre, mais il n'a pas dit ce qu'il ferait. Pourtant, quand on le connaît un peu, quand on connaît un peu les ressources de la forêt zaïroise, eh bien on peut imaginer qu'il ira taquiner le grand fauve et sans doute davantage avec un fusil qu'un appareil photo. Valéry Giscard d'Estaing n'aura sans doute pas eu beaucoup de route à faire pour aller en vacances puisqu'il venait du Gabon après un voyage officiel de 3 jours, terminé hier par une conférence de presse au cours de laquelle, une nouvelle fois, le président a essayé de justifier l'harmonie entre sa politique africaine et la vente d'un réacteur nucléaire à l'Afrique du Sud. Je dirais plutôt que l'Afrique entière s'est préoccupée de la vente de ces centrales nucléaires, s'en est inquiétée. Le terme nucléaire évoquant en effet
le danger, le risque possible d'une utilisation à d'autres fins. Or, nous avons été conduits à donner des explications à l'ensemble des pays africains, et je crois que ces explications ont porté. Il s'agit d'une transaction commerciale. Dans cette transaction commerciale, un certain nombre de pays proposaient la fourniture de centrales électriques nucléaires à l'Afrique du Sud, et c'est pour des raisons purement techniques que le projet français a été préféré soit aux propositions américaines, soit aux propositions allemandes, soit aux propositions néerlandaises. Par contre, je peux vous dire que toutes ces précautions ont été prises et seront prises pour que cette vente commerciale ne puisse en aucune manière constituer un danger d'une autre nature pour l'Afrique ou pour les voisins de l'Afrique du Sud. C'est ainsi que les directives ont été données aux négociateurs français d'exiger et d'obtenir la totalité des garanties qui sont actuellement fixées par la communauté internationale lorsqu'il s'agit de la vente de centrales, afin que celle-ci ne puisse servir qu'exclusivement à la production d'énergie électrique et ne puisse être utilisée ni directement ni indirectement à d'autres fins. Je peux même vous dire que j'avais donné la directive précise qu'au cas où ces garanties ne seraient pas complètement obtenues, cette vente n'aurait pas lieu. La visite officielle de Valéry Giscard d'Estaing au Gabon a pris fin ce matin. Rien n'a fondamentalement changé dans la coopération franco-gabonaise. L'aide de la France restera pour les années qui viennent au niveau qu'elle connaissait ces dernières années. En revanche, et c'est important, la France va aider directement le Gabon à réaliser sur son territoire les études concernant plusieurs grands projets d'équipement. Il s'agit notamment d'une usine hydroélectrique et d'une unité d'alliage de ferro-manganèse, deux ressources dont le Gabon regorge. Et si les études sont concluantes, la France aidera également le Gabon à trouver les financements nécessaires à leur réalisation. Pour le Gabon, qui doit faire face en très peu de temps à un effort d'équipement absolument fantastique pour valoriser ses matières premières, l'aide de la France dans ce domaine sera précieuse. Les relations de coopération entre la France et le Gabon sont appelées à évoluer. Les deux présidents ont décidé de lui donner une dimension nouvelle, mais en prenant d'ores et déjà une large part au développement de ce pays auquel tout semble promis, la France renforce ici une position déjà particulièrement privilégiée. Et puis il y a cette affirmation du président de la République avant de s'envoler pour le Zaïre, pour le village natal du président Mobutu. La situation de nos finances publiques est très saine, c'est la meilleure d'Europe cette année. Pourtant, l'inquiétude persiste sur le comportement du franc demain, quand réouvriront les bourses à Paris et à l'étranger. La mission Viking va bien, un deuxième Viking a été mis sur orbite par les Américains, après 11 mois de voyage dans l'espace. Viking 1, déjà posé, a envoyé des informations qui pourraient confirmer la présence d'une certaine forme de vie sur Mars. Le sol de Mars fixerait le carbone comme le ferait une plante sur Terre. Mais les savants restent prudents, il faut encore beaucoup d'expérience et des semaines d'examen pour savoir s'il y a une chance de rencontrer les petits hommes verts. En revanche, les médecins américains sont toujours dans l'incertitude à propos de la mort des 25 anciens combattants du congrès de Philadelphie. En France, on avait déjà prévu à tout hasard un vaccin anti-grippe espagnol, mais la maladie mortelle aux États-Unis n'est pas une forme de grippe. L'hôtel du congrès a été passé au microscope, on parle maintenant de toxines, ce qui fait penser à empoisonnement, accidentel ou volontaire. Le FBI s'en mêle, une enquête a commencé, ce qui prouve que les hypothèses les plus extravagantes sont maintenant examinées. Voici la vallée de Naussac en Lozère. Le projet de construction d'un barrage et d'un réservoir d'eau soulève une vive opposition dans la région. Le plan d'eau noirait plus de 1000 hectares de terres agricoles. Naussac et deux autres petites bourgades seraient complètement immergées. Les agriculteurs ne veulent pas quitter leur vallée, qui est riche, et aujourd'hui, plusieurs milliers de personnes ont participé à une marche de protestation organisée par le comité de défense de la vallée de Naussac. Pour l'instant, il n'y a eu aucun incident pendant la manifestation. Une autre marche regroupe près de 600 personnes dans l'est de la France. Il s'agit là d'une marche de protestation contre la guerre. Le départ de Metz a eu lieu le 4 août dernier. Les participants doivent arriver à Verdun le 10 août. Les marcheurs viennent de tous les pays d'Europe, mais leur mouvement soulève à son tour des réactions. Un groupe d'anciens parachutistes veut les empêcher d'arriver à Douaumont, et on craint que les choses ne se gâtent. Les organisateurs de la marche pacifique ne veulent pas qu'on se méprenne. Pour eux, la guerre est devenue une machine à broyer les hommes. Lutter pour la paix n'a rien à voir avec une critique contre les anciens combattants.
Les solitaires de la course de l'Aurore viennent de repartir il y a 2-3 heures pour la deuxième étape de leur épreuve. Perros-Guirec, c'est en Bretagne, c'est un beau pays, jusqu'à Falmouth, c'est en Grande-Bretagne, je crois que c'est pas mal non plus. Non plus sur l'eau maintenant, mais sous l'eau, la natation. Les championnats de France continuent à la piscine des Tourelles, à Paris. C'est une course d'hier que nous allons vous montrer. D'abord parce qu'un record a été battu, et surtout parce que celle qui l'a battu a moins de 13 ans. C'est un espoir de la natation française, un petit peu trop humilié à Montréal. Je vous laisse voir la fin de cette course. Ça dure 15 secondes très exactement. Et c'est Annie Vial de Perpignan qui l'emporte. Elle a, je vous le rappelle, moins de 13 ans. Le tiercé au vert, turfistes, chevaux, jockeys ont pris pour quelques jours leur quartier d'été à Deauville. Et comme on est dimanche, le tiercé s'est joué tout naturellement dans le prix de la municipalité à un handicap de 2000 mètres. 18 partants et 3 chevaux qu'il fallait jouer, le 2, le 13 et le 3, autrement dit, Twig, Surf et Chavin. Le tout en images. 18 concurrents se présentaient au départ de la prix de municipalité de Deauville, course handicap longue de 2000 mètres. Immédiatement, c'est Zen qui s'est porté au commandement devant Legal Eagle. L'ordre ne changeait pas jusque dans le dernier tournant où le peloton était déjà très étiré. À 700 mètres de l'arrivée, Legal Eagle était toujours légèrement détaché devant Mon Légionnaire, Zen et Grand Trianon complètement à l'extérieur. Dès le début de la ligne droite finale, Grand Trianon passait à l'attaque, poursuivi par Twig, le 2 à l'extérieur, Zen le long de la corde et Surf qui commençait à se rapprocher. À mi-ligne droite, Grand Trianon était rejoint par Twig et par Surf. Tous deux entamaient une lutte magnifique qui devait finalement tourner à l'avantage de Twig. Surf était facilement deuxième, devant Chavin troisième, qui avait terminé extrêmement fort. Le deuxième tiercé de Deauville donnait donc le résultat suivant, le 2, le 13 et le 3. Et pour vous donner les résultats du tiercé, le rapport du tiercé, quoi de plus naturel qu'un cheval, ce rapport le voici donc pour 2, 13 et 3, 13 715 francs 50 pour 5 francs, donc dans l'ordre, et dans un ordre différent, 2144 francs. Voilà donc, je vous disais, quoi de plus naturel qu'un cheval. En fait, ce n'est pas un cheval comme les autres, c'est un cheval qui a obtenu une médaille d'or que voici. Une médaille d'or obtenue, bien sûr, à Montréal. C'est Diane Roche qui la porte, Diane Roche, la fille de Michel Roche. Je crois que les téléspectateurs qui ont regardé tout à l'heure l'émission de Roger Coudert, Stade 2, ont pu observer la performance qui consiste quand même à amener un cheval dans un studio. C'était pas si facile que cela, Michel Roche. C'est certain, j'aurais pas amené un cheval de 4 ans dans un studio, mais ce cheval a 12 ans, il a tout connu, l'Amérique, les palais où il y a des projecteurs partout, et vous voyez, ça ne dérange pas du tout. Ça ne dérange pas, mais en revanche, je crois que ce qui est plus difficile, c'est de le conduire dans un avion. C'est ce qui s'est passé, bien sûr, pour aller à Montréal, pour en revenir, ça pose des problèmes. Oui, ça pose des problèmes sur certains chevaux nerveux. Lui accepte ça très bien. Il avait pris pour la première fois l'avion l'année dernière en faisant la tournée américaine. Il a participé à faire gagner la Coupe des Nations à Toronto. Et j'ai jamais de soucis avec lui dans les avions. Ce qui n'est pas le cas de temps en temps d'autres chevaux. Par exemple, Bayard Maupas, le crack à Marcel Rosier, a mis 2 jours à 100 mètres arrivé à Bromont. Et on a dit que l'un d'entre eux, je crois, avait perdu 50 kilos sur une traversée. C'est énorme. Ça peut arriver, oui, des chevaux qui se tracassent et qui maigrissent énormément pendant le voyage en avion. Michel Roche, votre cheval, médaille d'or, il a quel âge? 12 ans. Combien de saisons encore? Je l'ai extrêmement bien soigné, aidé de mes camarades, et je pense qu'il a encore 3-4 ans devant lui, parce qu'il est tout neuf. Bravo encore et merci. Seuls dans la ville, seuls au pluriel, ils sont comme ça des centaines de milliers qui ne partiront pas en vacances. Mais quand on se promène un peu dans la rue en ce moment, à Paris ou dans les grandes villes, ce qui frappe, ce ne sont pas les touristes, ce sont les vieux. D'habitude, on dit les personnes âgées ou bien le 3e âge. Mais aujourd'hui, un dimanche, en plein mois d'août, alors que tout le monde ne pense qu'à la détente, on a envie de dire les vieux. Et les vieux sont seuls l'été. Paris au mois d'août appartient aux personnes âgées. Elles sont près de 2 millions à vivre seules. Alors les vacances, c'est pour les autres. D'abord et surtout parce que l'argent manque pour partir. Et puis aussi parce que partir seul quand on est âgé, on n'en a pas envie. Alors on reste et on a Paris pour soi. Pour certains,
c'est une solitude plus pesante, parfois même la détresse. Pour d'autres, en revanche, c'est un plaisir que l'on savoure. Moi, je ne veux pas partir, parce qu'à 80 ans, je considère que s'en aller, surtout quand on est seul, n'est-ce pas, même si on a retenu une place, ça n'est pas drôle, il n'y a pas d'échange, vous comprenez. Tout ça, on a perdu sa jeunesse, on ne s'amuse plus de la même manière. Alors pourquoi quitter Paris quand on est tranquille, quand Paris est magnifique? En été, mon Dieu, vous jouissez de la beauté de Paris, vous avez retrouvé la paix, vous avez des vibrations dans Paris qui ne sont plus des vibrations de haine et de tout ça. Le monde jouit du soleil et de tout ce qui peut être beau à regarder. Au mois d'août, je me suis trouvé tout seul, avenue de l'Opéra. Ça, je peux le jurer sur la tête de n'importe qui. J'étais seul le soir, avenue de l'Opéra à 5 heures. Et alors là, vous n'avez pas eu le cafard un peu? Pas du tout. J'étais bien débarrassé. Personne ne me marchait sur les pieds. Mais vous ne souffrez jamais de la solitude? Ce n'est pas un peu pesant par moment? Évidemment, mais enfin, c'est rien du tout, ça. C'est une question de morale. Pourvu que je me lève le matin et que je chante, le reste, je m'en fous. Vous avez compris? Pas me ramasser dans la rue. Je m'en fous. Vous n'aimeriez pas partir en vacances au mois d'août? Si, mais il faudrait que quelqu'un me paye mon hôtel. Oui. Vous avez compris? Bien sûr. Oui. Vous allez en trouver beaucoup comme moi, qui vous raconteront exactement. On pleure pas sur notre misère. Nous sommes sur la terre pour vivre un moment. Il suffit de garder cette place le plus longtemps possible. Le reste, on s'en fout. La solitude est plus pesante chez soi que dehors, vous voyez. Dehors, on voit du mouvement, on ne s'ennuie pas. Vous redoutez beaucoup la solitude? Je commence à en souffrir, oui. C'est cette solitude qui les pousse à sortir pour se mêler à la vie. Mais les autres, ceux qui sont malades ou qui ont du mal à marcher, ceux-là, on ne les voit pas. Ils se terrent au fond de leur chambre, gardant pour eux leur détresse, la pudeur sans doute. Combien sont-ils, comme cette vieille femme, à être hantés par le spectre de l'hôpital, à ne pouvoir compter depuis le départ de leurs amis que sur l'aide quotidienne de ceux peu nombreux qui refusent de les oublier. Tous les jours, nous y passons 2 fois par jour. Nous lui portons le repas le midi et le soir nous retournons également. Et quand j'arrive, je crains toujours de la voir, ce qui est arrivé déjà plusieurs fois, de la retrouver par terre en bas de son lit, parce qu'elle a essayé de se lever et qu'elle est tombée. Et j'ai eu beau la convaincre, dire il faut partir, vous seriez mieux à l'hôpital. Elle a levé les bras au ciel. Elle dit pas question, je reste chez moi et je veux mourir chez moi. Les petits frères des pauvres sont là, bien sûr, mais ils ne sont pas assez nombreux. Quant aux bénévoles ou aux aides ménagères, la plupart sont en vacances. Alors ceux qui restent espacent leur visite aux vieillards abandonnés. Cette année, les responsables de l'action sociale ont lancé une opération Vacances Amitié. Dans 4 arrondissements, 4 sur 20, toutes les personnes de plus de 75 ans ont été averties qu'une permanence se tenait à leur disposition. Cette action n'est pas une action matérielle, c'est une action plutôt de présence, c'est une action de réconfort, de lutte contre l'isolement, n'est-ce pas? Alors bien entendu, toutes les autres actions qui peuvent avoir à être menées peuvent l'être automatiquement ensuite, n'est-ce pas? Mais cette action ne se limite pas aux personnes qui sont ce que l'on appelle habituellement dans le besoin. Ces permanences, nous les avons en fait vainement cherchées. Mairie et commissariat ne semblent pas au courant. C'est par hasard que nous sommes tombés sur cette permanence volante. Malheureusement, il semble que son existence soit ignorée par la grande majorité de ceux à qui elle s'adresse. 10 personnes seulement s'y sont rendues hier. Et pourtant, elle peut rendre tant de services. Nous pouvons leur procurer, si elles le souhaitent, des repas qui leur sont portés à domicile. Nous pouvons leur procurer des personnes qui vont faire des courses à leur place pour qu'elles puissent elles-mêmes se confectionner leurs repas. On peut leur procurer des aides ménagères qui vont s'occuper d'elles, faire leur ménage, etc. Et également des élèves infirmières qui vont voir si elles sont en bon état de santé, si elles ont besoin
de quelque chose. Et beaucoup demandent aussi des visites d'amitié parce qu'elles se sentent terriblement isolées. C'est gratuit, tous ces soins? Les soins, les aides qu'on peut leur apporter sont donnés en fonction des ressources des personnes qui nous les demandent. Bien sûr, les problèmes du troisième âge existent toute l'année. Mais en été, quand la ville se vide, ces problèmes deviennent encore plus aigus. La folie du temps des vacances, où seul contre le soleil et la plage, nous fait trop oublier ceux envers qui la solidarité ne devrait pas être un devoir. Voilà, ce n'était pas pour nous donner mauvaise conscience en pleine vacances, c'était pour ne pas oublier nos aînés. Et parlons-en précisément de ces vacances. Il fera un petit peu moins beau qu'aujourd'hui. Demain, malgré quelques nuages, le temps sera ensoleillé sur la moitié nord. Dans le sud, dans le sud-est plus précisément, des orages éclateront, parfois violents. Voilà, ce journal est terminé. Si vous l'avez pris en cours de route, un rappel de ces grands titres. Au revoir, bonne soirée. Agents de la RATP contre policiers, 2 morts dans le métro parisien. On compte 37 départements sinistrés de la sécheresse. Le chef de l'État est en vacances au Zaïre. Tiercé à Deauville, le 2, le 13 et le 3. La dernière édition du journal ce soir à 22h40.